Oui, c'est bon? Vous m'entendez? D'accord. Merci. Je suis très heureux, très heureux de présenter Madame Kulbani Ziri aujourd'hui pour son livre Beyond Orientalism sur Abou Qasim al-Hajari, Between Europe and North Africa. C'est un livre qui vient de paraître à l'automne 2023, comme vous le voyez à l'université de California Press. C'est un ouvrage, je vous l'annonce dès maintenant, qui sera présenté en arabe au Book Fair de l'an prochain, à la foire de l'an prochain. La date est prise, nous avons été autorisés à l'annoncer aujourd'hui. Comme ça, la responsabilité pèse sur ceux qui sont en train de s'en charger, notamment notre collègue Khalid Bensre, qui gentiment a accepté, connaissant le travail de valeur de Madame Ziri. C'est un ouvrage, quand vous regardez la table des matières et l'index, qui comprend plus de 400 références. Je les ai notées une par une et je suis arrêté à 400. Donc c'est un travail très documenté. Avant de parler de cet ouvrage, permettez-moi d'abord de présenter Madame Ziri. Madame Ziri est professeure à l'UCSD, Université California de San Diego, depuis plusieurs années. Elle est spécialiste internationale de Léon l'Africain, Hassan Wassel. C'est l'autorité en la matière. Non pas Amin Maalouf comme on le dit toujours. Amin Maalouf est un romancier. Amin Maalouf a fait un travail de fiction. Madame Ziri est sur les faits et sur la science, si je puis dire, et non pas sur la fiction. Et donc son premier travail édité aux éditions Drose à Genève en 1991, s'intitule Léon l'Africain, l'Afrique au miroir de l'Europe, fortune de Jean-Léon l'Africain. L'Afrique au miroir de l'Europe, déjà, il y a cette spécialité qui va la caractériser, de toujours aller dans des situations de rencontre à travers des continents, à partir d'individualités. C'est ça, si j'avais à résumer sur le long parcours, la manière qu'elle a de travailler, c'est de se saisir d'individualités et de les faire rayonner sur des mobilités entre continents. Ça a été fait pour Léon l'Africain. Toujours sur Léon l'Africain, elle a publié un autre ouvrage, Les sillages de Jean-Léon l'Africain du XVIe au XXe siècle, avec les différentes personnes de Lamotte Levaillé jusqu'à précisément le poète Yeats, qui ont fait référence à cette grande figure du XVIe siècle, dont on va peut-être parler tout à l'heure, incidemment pour le comparer à Ahmed Ibn Qasim al-Hajari, mais ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui. Et vous avez ce travail aujourd'hui, qui est un travail sur plusieurs années, saudite, très profond, et qui est réalisé sur, cette fois-ci, on est sur le début du XVIIe siècle, et non pas sur le début du XVIe siècle, comme pour Jean-Léon l'Africain. Vous l'avez compris, Madame Ziri est spécialiste de ce qu'on appelle aux États-Unis, en anglais en général, Early Modernity, la première modernité. Cette première modernité qui a fait précisément émerger plusieurs formes de contact, y compris parfois pour de très mauvaises raisons, comme la colonisation, et aussi, surtout pour l'univers qu'elle explore, l'Andalousie et les problèmes d'inquisition et d'exil, parfois volontaire, parfois non volontaire, parfois sous la forme de la captivité, comme c'est le cas de Léon l'Africain. Donc, l'objectif de son ouvrage, c'est comprendre cette early modernity, cette première modernité, et cela se fait à partir de cette figure, auteur qu'elle aime à qualifier positivement d'auteur mineur par rapport aux grands mastodontes que sont Rabelais, Montaigne
les grandes figures classiques, mais comment à partir d'un auteur mineur arriver à rayonner dans ce que certains ont appelé une histoire connectée, qu'elle appelle plus une histoire globale, une histoire intellectuelle globale. Alors nous sommes au Maroc, en Espagne, c'est un morisque, Al-Hajari c'est un morisque, c'est-à-dire un nouveau chrétien, dans cette Espagne intolérante qui a vu précisément refluer juifs et musulmans vers l'Afrique du Nord. Et nous sommes dans la dynastie saadienne, une trentaine d'années après la bataille des Trois Rois, qui a vu précisément installer complètement la souveraineté marocaine grâce au combat d'Abdul Malik, qui est mort ce jour-là avec le roi portugais et l'usurpateur neveu Mtawakil. Et là, nous ne sommes pas du tout juste après le Mansour Déby, celui qui a véritablement bénéficié de la bataille des Trois Rois et assis complètement son règne. Nous sommes durant le règne de Moulay Zayden, et Moulay Zayden, précisément, il a une cour importante, et comme beaucoup de califes de l'époque, bien évidemment, il est très impliqué dans les questions scientifiques, qu'elles soient médicales, astronomiques, mais aussi les questions d'exégèse religieuse. Et il a à sa cour ce Hassan al-Hajari, entre autres, je dis entre autres pour Hassan al-Hajari, c'est un de ses destins. Alors je vais avoir différentes questions à vous poser, Madame Zieri. Tout d'abord, comment ce paradoxe que vous aimez bien mettre en évidence, pourquoi partir d'un auteur mineur pour arriver à une histoire intellectuelle globale? Tout d'abord, merci pour cette introduction. Merci au ministère de la Culture de m'avoir invité. Je suis ravie d'être ici. Alors, la question de l'auteur mineur est une question que je trouve très intéressante parce que les auteurs majeurs, bien sûr, il y en a. Il y a, vous avez cité Montaigne, Rabelais, il y a Liucci, il y a tant d'auteurs qui sont, bien entendu, bien au centre de leur culture. Mais il me semble que parfois les auteurs mineurs, précisément parce qu'ils sont plus ou moins secondaires, ont la capacité à créer des liens avec d'autres cultures parce qu'ils ne sont pas parfaitement intégrés au centre de leur culture. Et dans le cas de Léon Africa, qui était mineur, qui devient de plus en plus majeur, je suis ravie de le savoir, mais quand j'ai commencé à travailler, il était vraiment mineur. Eh bien, ce sont des gens qui n'ont pas eu, qui n'étaient pas au centre de leur culture. Par exemple, dans le cas de Léon l'Africain, c'est très intéressant qu'il ait été capturé, il n'a pas été rédimé. Personne n'a payé sa rançon. C'est très intéressant parce que si c'était un auteur majeur, quelqu'un aurait payé sa rançon. Et on a l'exemple de Ibn Bradé, qui était un intellectuel au temps de Ahmed al-Mansour. Ahmed al-Mansour a payé sa rançon parce qu'il était un auteur majeur. Donc c'est parce qu'il était un auteur mineur que Léon l'Africain est resté, ou Hassan al-Wazan est resté en Europe et a eu l'occasion d'écrire son œuvre. Donc la qualité d'auteur mineur, eh bien, elle peut créer des possibilités que n'ont pas les auteurs majeurs, parce que l'auteur majeur va rejoindre son centre et continuer sa carrière de centre, qui est une carrière qui peut être une carrière parfaitement fascinante. Mais pour moi, c'est très intéressant de regarder les auteurs mineurs parce que souvent, ce sont eux qui ont les possibilités de créer ces liens et ces connexions. Alors précisément, il vous donne l'occasion d'explorer cette notion de république des lettres, parce qu'il est véritablement pris dans cette république des lettres. C'est une expression assez singulière et de ce que vous en dites précisément, c'est une expression qui remonte à un certain Francesco Barbaro en 1417 et en gros l'expression fait partie de ce que l'on entend souvent par la Renaissance, naissance à nouveau de quoi? De cette culture gréco-latine qui est remise au goût du jour, mais
on entend moins l'expression de République des lettres que celle de Renaissance. Alors si vous pouviez revenir un peu sur cette expression commentant ce beau mot anglais, un jeu sur les mots, c'est le cas de le dire, words make words, words make words. Les mondes font des mots, ou plutôt les mots font des mondes. La République des lettres est une expression qui a commencé à être utilisée à la Renaissance pour parler des connexions que pouvaient avoir les intellectuels européens entre eux. Donc c'est une expression européenne au départ. Et elle devient de plus en plus importante, particulièrement. Donc on commence à utiliser ce terme à la fin du XVe siècle, et puis au XVIe, XVIIe, même XVIIIe siècle, on l'emploie de plus en plus. Ce qu'on veut dire par là, ce sont les connexions que les intellectuels européens ont entre eux, au-delà de tout ce qui les sépare. Par exemple, les intellectuels catholiques peuvent avoir des rapports avec des intellectuels protestants. Des gens qui habitent en France, par exemple, ont des rapports intellectuels avec des gens qui habitent en Allemagne. Donc il y a cette idée d'avoir une république, c'est un mot qui a une connotation politique, mais c'est une façon de dire qu'il y a une vision intellectuelle qui dépasse la politique, qui dépasse même la religion, qui dépasse tout ce qui sépare les gens. Alors, cette expression a cessé d'être, elle est devenue désuète, si vous voulez, à partir du XIXe siècle en gros. Mais ce qui est intéressant, c'est que récemment, d'abord, il y a eu beaucoup de travaux pour étudier cette République des lettres, pour voir comment elle fonctionnait. Elle fonctionnait beaucoup par les correspondances. C'est l'époque où les gens écrivent ces lettres. On a des volumes et des volumes et des volumes de lettres qui sont publiés ou non publiés. Et puis, elle fonctionne aussi par les voyages. Les gens voyagent et se retrouvent, se rencontrent, et malgré les différences politiques, malgré les différences religieuses, arrivent à avoir ces connexions. Donc, les érudits commencent à étudier cette République des lettres européennes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé en fait à l'utiliser aussi pour parler de la façon dont fonctionnait le champ actuel dans le monde arabe et dans le monde musulman en général, pas seulement le monde arabe. Il y a quelques ouvrages qui ont été publiés sur la question. Mohsin Snaouri, un livre là-dessus avec ce titre, là, The Republic of Arabic Letters. Il y a aussi un ouvrage sur ce qu'on appelle le Persianate, c'est-à-dire le monde persane du XVIe, XVIIe siècle, qui, en effet, il y a des rapprochements que l'on peut voir. Des gens qui vivent dans des États différents et qui parlent une langue, comme en Europe, on dit souvent le latin, puis le français. Le français a été une langue internationale pendant longtemps en Europe. Et donc, on a commencé à voir que dans le fond, la République des lettres, elle a existé dans le monde arabo-musulman, et nous avons les mêmes phénomènes, c'est-à-dire des gens qui voyagent, qui vont dans les grandes villes, dans les grands centres pour rencontrer les grands professeurs, et qui souvent, en effet, échangent des lettres, échangent des traités, se dédient des traités les uns aux autres. Alors, donc, en un sens, on a une République des lettres européenne à l'époque. On a aussi une République des lettres arabo-musulmane, ou dans le cas de Hajari, clairement arabe, parce qu'il ne parlait pas d'autres langues. Et la question, c'est est-ce que ces deux républiques des lettres se sont rencontrées? Est-ce qu'elles se sont connectées? Et il me semble qu'il y a un moyen de comprendre ce que l'on appelle l'orientalisme comme étant la connexion, comme étant ce qui a permis ces deux républiques de se connecter. Oui, parce qu'effectivement, vous insistez beaucoup dès l'introduction sur le premier sens d'orientalisme. Bien sûr, nous connaissons tous la stabilité qu'a acquis ce concept grâce aux travaux d'Edouard Saïd, mais les travaux d'Edouard Saïd, c'est la fin du XVIIIe et le XIXe siècle, alors que là,
pour ce qui est du XVIIe siècle, l'orientalisme, c'est précisément la rencontre en raison de la mobilité des scholars, des académiques, qui comme ce que vous avez si bien présenté. Justement, dans la page 45, vous dites que lui-même en avait conscience parce qu'il parle de l'atmosphère intellectuelle de Paris, où il dit qu'on étudie l'hébreu, l'arabe, bien sûr le grec, le latin, et que donc cette République des lettres, ce n'est pas simplement quelque chose que l'on a décrit a posteriori, ce sont les gens sur place à l'époque même, et lui, Hajj Ali en particulier, qui en avait conscience. Oui, il avait conscience non seulement de la République des lettres, il avait aussi conscience de l'orientalisme. Il avait conscience que les Européens, certains Européens, il ne faut pas dire les Européens parce que c'est vraiment, quand on le regarde de près, c'est une minorité, une toute petite minorité, même dans le champ intellectuel. Mais il a bien conscience qu'il y a des Européens qui commencent à étudier d'abord l'hébreu, puis l'arabe, et puis petit à petit d'autres langues, de plus en plus, un peu plus tard, ça va être le persan, c'est un petit peu plus tard que l'arabe, et petit à petit aussi, ce qu'il voit se créer, ce sont non seulement des individus qui commencent à étudier, mais aussi petit à petit des institutions qui commencent à se créer. On commence à avoir des chaires d'études arabes ou d'études orientales. On dit études orientales parce qu'il est très rare d'avoir quelqu'un qui est spécialiste en Europe, quelqu'un qui est spécialiste de l'arabe, qui n'est pas d'abord spécialiste de l'hébreu. C'est d'abord pour le but d'étudier la Bible que l'on commence à étudier l'arabe. Oui. Parce qu'on sait que les gens savent que l'arabe est très proche de l'hébreu et que l'arabe est une langue vivante et que par conséquent, connaître l'arabe permet de lire la Bible en hébreu et de mieux comprendre ce texte fondamental, bien sûr, pour la culture européenne. Et bien donc, c'est de cela que Hajj Ali prend conscience, et il en prend conscience parce que lorsqu'il voyage, parce que il est né en Espagne, vers 30 ans, il quitte l'Espagne avant 1599. Voilà, 1599, avant l'expulsion. Avant le décret, pardon, je vous interromps, avant le décret de 1609 qui précisément expulse les Morisques. Lui part, vous parlez d'exil volontaire. Lui, il part de lui-même. Comme beaucoup de gens, il savait qu'il y aurait une expulsion. Et donc, il y a des gens qui théorisent, comme Gérard Viegers, un grand spécialiste de l'histoire des Morisques, qu'il y a eu peut-être une volonté de la part de certains Morisques de l'élite de partir avant pour préparer l'exil, en quelque sorte, pour to manage disaster, pour gérer le désastre à venir. Et Hajj Ali, en un sens, est un parfait exemple. Il arrive au Maroc, il devient, au bout d'un certain temps, quoiqu'on ne sache pas exactement comment, il devient secrétaire de Moulay Zidane, et il va être un des défenseurs de la nation, de ce qu'on pourrait appeler la nation morisque exilée au Maroc, et il est reconnu comme tel. Eh bien, donc, c'est pour représenter des Morisques qu'il voyage en Europe entre 1611 et 1613. Il part pour représenter des Morisques qui, au moment de l'expulsion, ont été volés par des marchands, des capitaines de vaisseaux qui leur ont fait payer le passage, les ont volés, les ont abandonnés sur une île, etc. Et c'est d'ailleurs très intéressant, les Morisques certains Morisques ont eu la possibilité d'aller attaquer en justice ces voleurs. Et Hajj Ali a été choisi pour aller représenter ces Morisques dans les cours françaises. Est-ce que ça faisait partie